Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous pensez comme nous que le talent n'a pas d'adresse, pas de diplôme obligatoire, pas de parcours formaté. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui les bienvenus dans l'épisode du podcast Time for. Alors, ce que nous allons vous présenter, ce sont des parcours singuliers d'entrepreneurs, des profils venus de tous les horizons, mais qui sont guidés par une même ambition, qui est d'entreprendre, qui est d'innover, qui est de faire bouger les lignes, et que de développer des projets à grande échelle. Alors pour faire bouger les lignes, il ne faut pas être seul, et Time4 en est la démonstration parfaite. Time4, c'est aujourd'hui l'alliance de 4 partenaires, HEC, Les Déterminés, Live4Good et Daphne. Et Time4, c'est le premier fonds qui a vocation à financer les entrepreneurs issus de la diversité et de la ruralité. Time4, c'est un projet à 4. C'est aussi un modèle avec un accompagnement, des outils pour permettre aux entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs et de développer leurs sociétés qui ont vocation à être en forte croissance pour les aider à atteindre leur objectif le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous sommes 4. Nous avons Inge d'HEC. Bonjour. Nous avons Jean-Philippe de Live4Good. Bonjour à tous et tous. Et Moussa des Déterminés. Bonjour. Et moi-même, Pierrick de Daphne. L'objectif de cet épisode, il est simple. Nous allons vous expliquer quelle est l'ambition du fonds, quelle est la genèse de ce projet et comment nous pensons et quels sont les outils qui nous permettront de penser que nous avons réussi notre mission. Notre mission, encore une fois, c'est de permettre à des entrepreneurs issus de la diversité et de la ruralité de développer leurs projets à grande échelle et de devenir des rôles modèles pour toute une génération d'entrepreneurs qui derrière les suivront. J'aimerais faire une parenthèse et faire une petite référence à notre modèle à tous, Mathieu Stéphanie. Il nous explique que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Chez Time4, nous pensons que nous sommes la somme de nos 4 organisations et que c'est grâce à cette force réunie que nous allons atteindre nos objectifs, casser les barrières et faire émerger les rôles modèles que je décrivais. Nous allons donc commencer avec Inge, qui avec ses propres mots va nous expliquer comment nos parcours complémentaires vont nous permettre d'atteindre notre mission. À toi Inge. Merci beaucoup. Alors, donc je suis Inge Kerklo-de-Vif. Je dirige l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat à HEC. L'entrepreneuriat à HEC a une longue tradition. On forme des entrepreneurs depuis plus de 40 ans. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN. Donc, on est ravis de faire partie de ce groupe qui s'allie, comme tu dis, Eric, pour essayer de bouger un petit peu les lignes tous ensemble. On a un historique sur l'entrepreneuriat social. On a formé plus de 6000 femmes avec le programme Stand Up. On en a même certifié, HEC a certifié 1850. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui se met au service, je dirais, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Ça commence avec nos professeurs, nos étudiants, nos alumni. Donc, encore une fois, on est tous mobilisés pour faire grandir ces porteurs de projets. Donc, HEC est ravi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, le projet, on le construit autour de différentes rencontres et on ne l'a pas rappelé, mais avec Inge, on s'est rencontrés par hasard et c'est par rebond que finalement on a pris conscience qu'HEC était un acteur actif dans le domaine de l'entrepreneuriat social et c'est comme ça qu'on a décidé ensemble de construire ce projet. Jean-Philippe, finalement, tout le monde ne te connaît pas, mais devrait te connaître. Tu es probablement l'entrepreneur, le directeur de société qui a le mieux réussi à l'échelle mondiale. On ne le sait pas, mais tu as géré, enfin on ne le sait pas, si on le sait, tu as géré le PNL en dehors des États-Unis de Microsoft, ce qui représente 2 fois le chiffre d'affaires de LVMH, si on prend un groupe dominant français. Tu es amené
à diriger ou co-diriger avec des Bill Gates, des Steve Ballmer, des Satya Nadella. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous expliques ce parcours qui va aider les entrepreneurs que nous allons accompagner et comment tu es venu à créer Live for Good, association qui maintenant va fêter qui a fêté ses 10 ans d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est tous réunis autour de la table, à part HEC qui est une vieille institution. Live for Good a 10 ans, Daphne a 10 ans et les Déterminés ont 10 ans. C'est l'âge de raison, Pierrick. Je croyais que c'était 7 ans. Ouais. Je l'ai arrondi. Non, très heureux d'être autour de cette table avec vous trois, nous quatre partenaires. Tu as déjà fait une introduction très longue sur moi, Pierrick. Comme tu sais, j'ai pas trop envie de m'épancher, mais je dirais qu'après 40 ans de tech... Tu es trop modeste. Après 40 ans de tech, donc dans une boîte qui m'a passionné toute ma vie et auquel je reste évidemment très attaché, effectivement, Microsoft, où dans les 7 dernières années, j'étais aux côtés de cette année-là au comité exécutif global, effectivement en charge du PNL global de l'entreprise et de toutes nos filiales dans le monde. Et en fait, j'ai escaladé une seconde montagne après ces 40 ans chez Microsoft, parce que la vie existe toujours après. Et j'ai le bonheur et la passion aujourd'hui de passer mon temps vraiment sur 5 domaines qui se connectent. Le premier, c'est la jeunesse, avec cette association que j'ai cofondée avec ma famille il y a 10 ans, Live for Good, dont tu parlais. Le second, c'est l'éducation, en tant que président de Schema également, d'une business school. Donc là, avec Inge, on a des sujets en commun. On croit beaucoup, évidemment, au pouvoir de l'éducation et de la transformer, parce que je pense que le monde a changé et que les modèles traditionnels d'éducation supérieure doivent totalement changer aussi. Le sujet de l'entrepreneuriat impact qui me tient à cœur, à la fois en tant qu'acteur de l'économie et en tant que soutien, support de cette jeunesse. Et puis une passion aussi depuis plus d'une dizaine d'années qui est un mode de leadership, un mode de vie, j'allais dire, qui est le leadership positif. J'en ai même fait un podcast, moi aussi, comme le tien, Pierrick, depuis 4 ans, Positive Leadership. Voilà, et donc aujourd'hui, je suis très heureux, en tant que président, bien sûr, et cofondateur de Live for Good, d'innover, de co-innover ensemble pour donner la parole, donner la voix à tous ces entrepreneurs non visibles aujourd'hui de notre société et leur donner la capacité d'accélérer et de financer les projets les plus incroyables dans leur vie. Moussa, à toi de te présenter. On peut, pour l'anecdote, rappeler qu'on s'est connus à travers We Are, qui nous héberge aujourd'hui pour enregistrer ce podcast, et à travers plus particulièrement l'initiative We Are des Terres, qui est un événement organisé tous les ans pendant 3 jours, avec la vocation de promouvoir cet entrepreneuriat social. On va voir qu'on l'appelle de différentes formes, chacun avec ses mots. Moussa, tu es probablement le mieux placé pour nous expliquer et le nommer, puisque toi-même, tu es entrepreneur et il y a 10 ans, tu as choisi de monter Les Déterminés. Tu es désormais l'ambassadeur de cet écosystème, l'icône pour certains. On a pu le voir à travers des événements notamment organisés par BPI. Bravo à toi et explique-nous un peu d'où tu viens et comment tu en es arrivé là et pourquoi tu nous as inspirés, parce qu'il faut le reconnaître, si on est aujourd'hui autour de la table, c'est pour aider les entrepreneurs que tu as commencé à accompagner depuis de très nombreuses années et qui ont donné des cohortes significatives et que nous allons être amenés, avec celle de Jean-Philippe et celle d'HEC, à accompagner pour atteindre leurs ambitions et leurs objectifs. Oui, très ravi de participer à ce projet qui est un projet pour moi novateur, parce que ça n'a jamais été fait. Et nous, depuis 10 ans avec Les Déterminés, on se bat pour faire émerger une génération d'entrepreneurs un peu comme nous tous autour. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui ici, c'est de comment on arrive aussi à faire en sorte que des entrepreneurs solides, ambitieux, puissent aussi avoir accès à des opportunités, que ce soit sur du marché, sur du business ou sur du financement. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'énergie, elle a toujours été là. Nous, on a accompagné plusieurs milliers d'entrepreneurs à travers toute la France. Et la chose qui revient et qui me frappe, c'est cette envie de s'en sortir, même quand toutes les conditions ne sont pas réunies. Et c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes pensent que finalement, et qui peuvent se sentir bloqués par quelque chose, malgré ça, optent pour l'entrepreneuriat et dégagent une énergie assez incroyable
Nous, notre rôle, c'est toujours été au plus proche du terrain. Et moi-même, j'ai été entrepreneur il y a un peu plus de 15 ans maintenant. Et j'ai vu les difficultés, les limites, le fait d'être pas forcément entouré, d'être pas accompagné, d'avoir pas de méthode pour pouvoir se lancer, d'avoir aucun réseau pour trouver les opportunités de se développer. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes dans notre pays ici qui sont dans cette difficulté. Il faut apporter des réponses. Alors, est-ce que ce qu'on propose, ça permet de changer un écosystème au-delà des personnes, au-delà de ce qu'on porte? Mais on essaie à notre échelle, on essaie d'apporter un savoir-faire, une méthode et surtout un état d'esprit entrepreneur. Et c'est pour ça, tout ce qui est les initiatives qui se passent autour de ces sujets, pour nous, sont importants. Après, voilà, le travail, il n'est pas facile, il est conséquent, mais je pense que voilà, c'est en s'additionnant nos forces qu'on va réussir à avoir des résultats très positifs. Et donc, beaucoup d'ambition depuis 10 ans, qu'on a gardé la même énergie. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir en fait continuer à faire ce travail-là. Merci Moussa. Et avant d'expliquer justement comment on va casser ce plafond de verre, je vais juste me permettre de revenir sur la genèse de Time4. Donc Time4, c'est un fonds qui a vocation à faire une centaine de millions, qui est aujourd'hui actif, avec lequel on a déjà investi dans 6 projets, on y reviendra, et qui est né d'une impulsion, et on peut le remercier, une impulsion de Nicolas Dufourcq, qui est le président directeur général de la BPI. BPI qui a de nombreuses initiatives dans ce domaine-là, mais essentiellement sous forme de subventions, d'aides, de prêts, et qui était frustré de ne pas voir davantage de projets disposer de fonds propres pour pouvoir se développer et copier un peu ce qu'on peut observer de manière générale dans l'écosystème de la French Tech. Et Nicolas nous dit, vous devriez lancer un fonds parce qu'il faut agir. C'est facile de se plaindre, c'est facile de constater, mais si on n'agit pas, les lignes ne bougeront pas. À un moment où chez Daphne, notre stratégie historique a toujours été d'avoir une stratégie autour de l'ESG, on arrivait au constat qu'il y avait le E, il y avait le S, il y avait le G, et que finalement on se concentrait beaucoup sur le E, mais qu'on avait très peu de projets au niveau du S. Et la combinaison de la détermination de Nicolas, de nos constats, nous a amené à se dire comment fait-on pour essayer de devenir acteur. Et c'est à ce moment-là que Moussa nous a présenté des entrepreneurs issus de ses cohortes, qu'on a essayé de les coacher à notre modeste niveau, et qu'on s'est dit c'est juste fou que ce potentiel ne soit pas inexploité. C'est injuste. Alors après, la justice, le concept de justice est assez subjectif, mais c'est quand même assez injuste que les capitaux soient essentiellement fléchés vers des formats d'entrepreneurs qui sont souvent les mêmes. Et si on donne quelques chiffres, 1% de l'equity revient au projet que Time4 va cibler, là où 15% du non dilutif, d'un point de vue macro au niveau français, est ciblé vers ces mêmes projets. Donc ça veut dire qu'il y a à minima un problème de 1 à 15, ou en tout cas si on est un peu réducteur. D'où l'idée de créer Time4 avec une ambition qu'on va chacun exprimer avec nos mots, qui est d'accompagner des rôles modèles. Pour faire bouger les lignes, il faut qu'il y ait des gens qui inspirent, et pour que des entrepreneurs inspirent toute une génération et surtout donnent de l'ambition, il faut que des personnalités deviennent ambassadrices, sortent du lot. C'est ce qui s'est passé il y a 25-30 ans dans l'écosystème de la French Tech. Alors chacun aura des noms différents, mais quand on pense à Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon, Pierre Kosciusko-Morizet, et d'autres, ils ont montré la voie. Et ben, l'objectif de Time4, c'est que tous ces entrepreneurs qu'on connaît aujourd'hui et qui inspirent le fassent auprès d'une population qui a plus d'inhibition, moins confiance en elle, mais qui peut atteindre les mêmes objectifs, voire même les dépasser. Et donc toi, Moussa, qui depuis 10 ans contribue à accompagner ces entrepreneurs, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment on va casser ce plafond de verre
et comment on va aider ces entrepreneurs avec Time4 par rapport au constat que tu observes? Bah, par rapport au constat que j'observe, moi, il est simple, hein. C'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent, comme tu l'expliquais, à porter des grands projets en partant de rien, sans forcément de structure de départ. Et finalement, à un moment donné, il y a un plafond de verre, c'est l'accès au financement pour pouvoir se développer. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que le fait déjà d'accompagner des entrepreneurs qui partent de presque pratiquement rien, qui travaillent sur un projet dans lequel ils y croient à fond, mais ils savent que pour dépasser un certain niveau, ils auront besoin de plus de moyens, de plus de soutien, plus d'écosystèmes dans lesquels ils n'ont pas les codes. Donc la première chose pour nous, c'est l'accompagnement. Le nerf de la guerre, il est là. C'est de l'accompagnement. Comment on arrive à les renforcer, à les booster, à faire en sorte que ces entrepreneurs puissent devenir des gens sur lesquels on y croit et qu'on peut investir énormément sur eux. Donc cette étape-là, elle n'a pas été une mince affaire parce qu'il fallait tout reconstruire. Déjà, il fallait comprendre comment l'écosystème fonctionne. Et moi, je sais que quand on s'est réunis, les réunions qu'on a organisées, les rencontres qu'on a pu faire et tout, ils nous ont toujours repositionné sur la question de comment déjà avoir des entrepreneurs robustes. Et moi, ce que j'aime dans ce qu'on fait, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est pas qu'une histoire de financement, c'est une histoire aussi de beaucoup de faire grandir des entrepreneurs qui ont déjà prouvé avec leurs propres moyens qui pouvaient aller aussi loin. Mais là, c'est de les ramener dans une autre étape de financement. Donc, nous, notre rôle, il est très simple. C'est déjà de sourcer ces profils-là, de voir leur business et leur modèle et là où ils pêchent et de voir comment on pourrait les renforcer. C'est pour ça qu'avec l'accompagnement qu'on va faire en amont et tout, pour mieux les préparer à intégrer un programme et un fonds comme Time4, c'est cette idée de dire, OK, ils ne vont pas tous réussir. On ne va pas réussir à financer tout le monde parce qu'à un moment donné, on est limité. Mais en même temps, même ceux qu'on finalement qu'on finance pas forcément, bah, ils repartiront avec quelque chose de solide. Parce que moi, ce que j'aime dans notre coalition, c'est l'expertise de chacun d'entre nous. Chacun, voilà, là, on est, je pense que dans le meilleur réseau pour accompagner les meilleurs entrepreneurs des 10 prochaines années. Là, on peut créer une génération d'élite, mais incroyable. On ne se rend pas compte parce que tous les ingrédients sont réunis. C'est pour ça qu'au-delà, moi, l'aspect financier, je le mets vraiment à côté. Parce que, quand je rencontre des entrepreneurs, je leur dis, OK, certes, tu cherches à lever des fonds et tout, c'est bien. Mais après, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire quoi? Tu vas te développer, tu vas grandir et tout, etc. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais après? Ce que je leur vends, c'est plus l'écosystème de ce qu'on a créé, on a train de créer, les forces qu'on additionne et la capacité à transformer leur modèle pour aller encore plus loin. Donc pour moi, je pense que vraiment, en toute humilité, ce qu'on est en train de créer là aujourd'hui, c'est sans précédent. C'est-à-dire réunir 4 forces avec HEC, Life for Good et nous qui travaillons sur l'entrepreneuriat impact, des territoires, des quartiers, un fonds comme Daphne qui est reconnu sur la place du financement et d'investissement. J'ai jamais vu une coalition comme ça. Donc c'est assez ambitieux. La mission qu'on porte, elle est assez ambitieuse. Mais je pense que le travail n'est pas fini. Maintenant qu'on a réuni les ingrédients, il faut faire la meilleure des recettes pour que le jour où ça sort, Et tu le dis ouais, souvent, on n'a pas le droit de se tromper. on n'a pas le droit. Et tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'on a attendu, on a été attention, ce qu'on fait là, il faut être fou pour faire. Parce que quand on entend l'écosystème, quand on voit que finalement investir sur des profils comme on veut investir et tout, c'est risqué. Peut-être que c'est plus risqué qu'ailleurs, mais en réalité, ça ne veut pas dire que ça va moins marcher. Mais pourquoi on a une obligation de résultat? Parce que l'attente qu'on a réussi qu'on a réussi à générer des deux côtés, que ce soit sur les investisseurs qui nous ont fait confiance, mais c'est aussi sur les entrepreneurs qui sont en attente de ce qu'on pourra délivrer. Bah, il y a une grosse attente. Est-ce qu'on y arrive et on transforme les choses, et sur ces sujets-là, on transforme les choses en profondeur, ou est-ce qu'on n'y arrive pas? Et du coup, on sera aussi pointé du doigt pour dire, regardez, il y a une initiative comme ça qui est née, et finalement, elle a été un échec. Donc voilà pourquoi ça sera aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu quand on a présenté notre projet, on n'a pas eu ce retour-là parce que ça n'existait pas. On ne nous a pas dit oui, voilà, il y a déjà des fonds qui ont été faits sur ces sujets-là et finalement, ça n'a pas marché. Mais nous, c'est pour ça que la responsabilité, elle est encore plus grande parce qu'on ne va pas solutionner tous les problématiques de l'écosystème entrepreneurial qui existe. Mais par contre, si on réussit, ça va aussi créer d'autres opportunités, d'autres fonds qui vont pouvoir faire la même chose.
sauf qu'on aurait été les premiers. Et juste avant de passer la parole à Jean-Philippe, tu as mentionné la question du deal flow. Est-ce que tu peux rappeler en quelques chiffres pour qu'on indique à nos auditeurs ce dont on parle, le nombre de projets que vous accompagnez, ne serait-ce qu'au niveau Les des déterminés. déterminés? Nous, ça fait 10 ans qu'on existe, on en parlait tout à l'heure. Et en 10 ans, on a pu accompagner plus de 2700 projets, voire un peu plus maintenant. Et dans les 2700 projets, c'est plus d'un millier d'entreprises qui ont tenu, 80% d'entre elles sont encore en vie dans le millier d'entreprises qu'on a accompagnées 3-4 ans après. Donc, c'est des entreprises qui restent, qui sont robustes et qui sont solides. Et c'est un écosystème qui est un vivier assez fort. Maintenant, dans ce vivier-là, on a de quoi faire, mais heureusement qu'on ne s'arrête pas qu'à ce vivier déterminé. Et je pense que le vivier qu'on a tous autour de nos réseaux, et depuis qu'on a annoncé aussi notre projet Timeform, il est incroyable. Tous les jours, on reçoit des coups de fil pour des dossiers, pour des appels d'entrepreneurs qui voient Timeform comme une solution pour leur entreprise. Parce que ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Et donc, on peut d'ailleurs rappeler que Voilà. l'objectif est d'être le plus inclusif possible, Mm. d'avoir un maillage qui soit Territorial. territorial et aussi au niveau de toutes les associations, toutes les initiatives qui existent, pour justement qualifier les projets et pouvoir accompagner le plus grand nombre avec la contrainte liée à la gestion d'un fonds qui nécessite d'être sélectif et on peut malheureusement pas répondre à toutes les sollicitations, mais ça c'est vrai pour tous les fonds. Chez Daphne, on reçoit 5-6 000 deals par an, on en fait une vingtaine. Donc ça, c'est pas propre à la typologie des deals qu'on va adresser, c'est propre au marché. Au même titre que ce que tu rappelais en termes de robustesse ou d'échec, notre industrie, c'est d'avoir 30% de succès, 30% d'échecs et 30% de sociétés qui arrivent à survivre, mais sans atteindre les objectifs qu'elles s'étaient fixés. Jean-Philippe, tu peux peut-être d'ailleurs nous rappeler aussi chez Live for Good le nombre de dossiers dont on parle. Tu peux peut-être nous parler aussi du prix Gabriel, qui est un moment phare dans l'année, qui permet de rencontrer tous ces entrepreneurs et les sociétés que vous avez accompagnés. Et un peu, avec tes mots, nous expliquer comment les choses vont se passer, les projets que nous allons financer et comment tout ça va se mettre en musique, sachant que ça a déjà commencé. Alors nous aussi, on a fêté nos 10 ans, comme Moussa et comme toi, Pierre-Éric, en décembre dernier. Et effectivement, dans ces 10 années qui sont passées, on a développé notre mission qui consiste à révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact. On en a accompagné plus de 865 à la fin de l'année. Il y a plus de 700 entreprises en activité. Elles ont créé, c'est toujours compliqué à maintenir le décompte, et Moussa le sait, plus de 1200 salariés en direct. En indirect, il y a plus de 150 000 bénéficiaires qui bénéficient au deuxième niveau de l'impact de ces rôles modèles qu'on crée tous. Et surtout, ils ont un impact direct dans leur business model qui est très équilibré. Ce qu'on prêche, en fait, à ces jeunes, et d'abord je le dis qu'ils viennent tous horizons, c'est-à-dire qu'on a un jeune sur deux qui vient de publics dits fragiles, des quartiers, des zones rurales, du handicap, décrochage, etc. Un sur deux qui vient hors de France, donc on est très attaché au territoire aussi, et pas simplement à l'Île-de-France. Et avec une thèse qui est de dire, en fait, une entreprise à partir de 2025, en tout cas de l'ère dans laquelle on est, elle doit vraiment être bâtie sur un trépied, sur 3 pieds. C'est le PPNL, c'est pas le PNL. Pierre-Éric, que tu as l'habitude, et moi aussi pendant des années, de manager un PNL, c'est le PPNL. C'est Profit, People and Planet. Ce sont donc évidemment, c'est donc d'abord le pilier économique et financier. S'il n'y a pas de création de valeur, qu'il n'y a pas quelque chose qui va être vendu sous forme de produits, de services qui est au cœur de la proposition d'entrepreneur, il n'y aura pas quelque chose de durable. C'est un pied évidemment social. Et le pied social, ça veut dire c'est autant la diversité des entrepreneurs, leur parcours, leurs perspectives, parce qu'ils ont vécu les problèmes qu'ils vont adresser. Et donc, ils vont être dans le cœur du sujet. Et c'est viscéral, c'est leur raison d'être. Et ça, on y reviendra dans l'impact, c'est très important. Et ça veut dire que les employés qui vont embaucher, les sociétés avec lesquelles ils vont bosser, tout l'écosystème va leur ressembler au plan social. Et puis, le troisième pilier, c'est environnemental, parce que, en fait, tu sais quoi, c'est que quand on démarre avec une page blanche, on a une opportunité d'avoir un impact positif au plan environnemental.
Et c'est du basique, c'est pas un truc de bobo sur l'environnemental, c'est des trucs de base qu'on transmet à chacun des entrepreneurs. Donc ça, c'est notre raison d'être. Et nous, ce qui évidemment nous a passionnés dans cette alliance, dans cette initiative commune, rebondir ce qu'a dit Moussa, c'est qu'effectivement, on est en train, je pense, réellement de créer le début d'une filière qui n'existait pas. La filière, ça démarre au sourcing, c'est d'aller au contact de tous ces jeunes que personne ne voit. Il faut aller les chercher. Moussa fait un travail de fond dans tous les quartiers de France, à droite à gauche. Nous, on travaille avec énormément des dizaines d'associations, d'autres acteurs qui font un travail remarquable aussi pour aller au contact de ces jeunes qui ont un projet en eux de changer le monde. Et après, c'est les accompagner. On les accompagne, on a des programmes. Et ensuite, ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est les accélérer. C'est ceux qui vont au-delà de la première année, qui commencent à avoir un début de revenus récurrents, qui commencent à avoir un produit qui résonne, une valeur qui résonne. Et après, c'est l'accès au financement. Et c'est ça qui est très, je pense, très innovant dans notre approche. C'est à la fois créer ce début de filière et surtout mettre ensemble autour d'une table, je le dis parce que, ayant vécu dans le domaine corporate pendant de nombreuses années, je sais qu'on a réalisé un petit peu ce qui était mission impossible, en tout cas dans le paysage dans lequel on opère, c'est des associations, le monde des assos, comme on les appelle, le monde de la philanthropie, de l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire que c'est bien connu de tout le monde, hein, tous les auditeurs, qui sont peut-être certains des investisseurs, c'est que c'est désintéressé. C'est désintéressé. Et on a allié à ça le domaine académique d'excellence avec HEC, évidemment. Et on a, j'allais dire, également étendu ça avec le financement, le financier, le corporate et le réseau de Daphni. Et ça, c'est extrêmement innovant parce que rien ne permet de faire ça facilement aujourd'hui au plan légal, fiscal. On ne va pas rentrer dans ces détails-là qui ennuiera tous nos auditeurs, mais je peux dire que c'est ce pari-là qui est vraiment très excitant. Et le fait de dire que si on amorce et qu'on va, et j'en suis convaincu, on va trouver tous ces rôles modèles, on va émuler bien d'autres acteurs. Et peut-être qu'on va créer le blueprint, comme on dit, un modèle que d'autres vont emprunter. Moi, j'en serais ravi. On est là pour partager des recettes qui marchent. Et faire en sorte que ça devienne une évidence pour tout le monde dans les années qui viennent. Donc on sera plus rôle modèle, nous n'aurons plus de raison d'être. Notre raison d'être, elle repose sur les biais cognitifs qu'on a tous. Et en fait, l'objectif, c'est de casser ces biais cognitifs pour que notre raison d'être n'existe plus. Tu parlais du réseau, il n'y a pas que le réseau Daphni, c'est la force de notre association, de notre coalition, comme dit Moussa. C'est qu'on peut capitaliser sur l'ensemble des réseaux. Et Inge, tu es probablement le plus gros réseau sur lequel on peut capitaliser. Donc c'est une bonne transition vers HEC, le rôle d'HEC dans le dispositif et notamment la partie qu'a commencé à aborder Jean-Philippe qui est fondamentale, qui est celle de l'accompagnement. Alors nous, on n'a pas 10 ans, c'est vrai, on en a 140. Alors nous, on est la vieille dame là, autour de la table. Mais ce qui est intéressant avec les vieilles dames, c'est qu'il faut qu'elles se réinventent. Et ce que je trouve passionnant avec HEC, donc au de ces 140 ans, que HEC se réinvente régulièrement. Et là, on vient de se réinventer récemment avec notre nouvelle stratégie qui s'appelle « Nouvelle responsabilité ». Et je trouve que ça résonne énormément avec ce qu'on veut faire aujourd'hui, tous ensemble. Pierrick, tu parlais tout à l'heure de notre première rencontre. Effectivement, un peu serendipity, on discute et on se rend compte qu'il y a des objectifs, il y a des ambitions qu'on a en commun et qu'on a commencé à construire un petit peu au fur et à mesure. Et au début, c'était quand même, honnêtement, les personnes qui sont avec moi autour de la table, la première réunion, je me souviens, HEC, mais qu'est-ce que HEC fait là ? Tu ne nous l'avais pas dit, ça. Je m'en souviens. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Je disais tout à l'heure, on a plus de 40 ans d'expérience et d'enseignement sur l'entrepreneuriat. Ça fait partie de notre ADN. Mais au-delà, et on le sait peu, c'est vrai, HEC a un engagement sur l'égalité des chances et HEC a un engagement sur l'entrepreneuriat social. Et en fait, si je prends un peu les mots, la façon dont on l'exprime, on dit on ouvre les portes HEC à l'entrepreneuriat social. Donc, on va faire le lien avec ce que tu disais, Pierrick, tout notre réseau, tout l'écosystème, en fait, que compose HEC. HEC, c'est pas une école uniquement où on s'assoit, où on apprend. C'est une école où on crée du nouveau savoir. C'est une école, évidemment, où on enseigne. C'est une école où on essaie d'éclairer, on essaie de changer massivement des destins. Et c'est ça qu'on est en train de faire aussi, je pense, ensemble. Et on est une école, comme on dit, des solutions
Donc, on adore quand ça devient concret. Donc, ce côté extrêmement concret qu'on voit dans les déterminés, dans l'IFOR-Good, même l'impact que fait Daphne, c'est ce qui nous a beaucoup, beaucoup plu quand on a commencé à parler de ce projet. Alors, donc, l'idée, c'est qu'on allie nos forces. Je pense que tout le monde l'a dit autour de la table. Les forces sont très différentes, mais c'est ça qui les rend peut-être assez incroyables. Et ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est quand on fait rencontrer des gens qui ne sont pas censés se rencontrer. Quand vous êtes sur un campus, on a 135 nationalités sur le campus, on a des professeurs, des étudiants, des entrepreneurs, des gens qui viennent de tout horizon. Donc c'est cette rencontre un peu improbable qui crée souvent de la valeur. Donc je pense que ce qu'on est en train d'essayer de faire là, c'est aussi cette rencontre un petit peu inattendue, mais qui va créer, j'en suis sûre, de la valeur. Alors, on va mettre à disposition de nos entrepreneurs, de nos talents, déjà de les détecter, parce que Moussa, tu les vois, et c'est juste incroyable ce que vous faites. l'IFOR-Good, c'est pareil. Alors, les individus et les associations, je trouve aussi hyper intéressant. Nous aussi, on travaille avec des associations, parce qu'eux aussi, ils peuvent être un relais. Donc, on va aller les chercher, ces talents. On va les accompagner avec tout ce qu'on sait faire. Y inclut, on va ouvrir des cours, des masterclass, des experts, nous, notre expérience qu'on a accumulée tous ensemble. Et on va les amener un cran plus loin, parce qu'à un moment donné, la finance est quand même un élément extrêmement important. Donc Daphne s'engage avec nous sur tout ce sujet-là. C'est pour nous un petit peu la brique qui nous manquait. Et je trouve que ça rend vraiment la proposition très complète pour les entrepreneurs qui vont nous rejoindre. On va les connecter avec nos étudiants, évidemment. Pourquoi pas, des talents. Peut-être demain, des étudiants d'HEC vont travailler dans une des startups à impact qu'on aura détectées. Nos étudiants sont en quête de sens. Je pense qu'on va pouvoir livrer ça et créer cette excellence tous ensemble, mais avec un but, c'est d'avoir un impact concret, de créer une vraie société, une vraie entreprise qui va créer des emplois, qui va trouver des solutions dans un territoire et peut-être au-delà. Et on n'a qu'une seule envie, c'est qu'elles grandissent et qu'elles deviennent ce rôle modèle dont on parle depuis tout à l'heure. Donc on va mettre tout ça à disposition, tous ensemble, et j'y crois énormément de faire émerger quelque chose de unique et pour l'instant qui n'est pas encore présent sur ce marché français. Pour pouvoir investir, il faut des investisseurs, puisque dans la chaîne de valeur, et c'est là où on va un peu la décomposer, il y a le sourcing qu'on a déjà adressé, et grâce à ce partenariat à 4, on va maximiser les chances d'accéder aux meilleurs dossiers. On va les sélectionner, et là, il y a toute une équipe qui est mobilisée, et notamment Anita, Samir. Et en amont, il y a des investisseurs qui, à ce stade, nous ont fait confiance. Et je vais me risquer à en citer un certain nombre d'entre eux, et les acteurs qui, au sein de ces organisations, ont été moteurs. Donc, il y a notamment la BPI, dont on a parlé, avec Nicolas Dufourcq, avec Adeline Lemaire, avec Florent Devienne, avec Marine Leland, avec Yasmine. Il y a MGEN, mais je les cite parce que sans eux, on ne serait pas là. Il y a MGEN avec François Chabrissou, Stéphane Znati, Géraldine Brasseur. Il y a BNP Paribas avec Florent, il y a Philippe Odo, il y a Léni Vercruis, il y a Covea, il y a Lindinin, il y a Christine Kolb. Il y en a plein d'autres. On en profite pour les remercier parce qu'on est allé très vite, et on est allé très vite grâce à eux. Grâce à leur croyance dans le projet et grâce à leur volonté de, à nos côtés, faire bouger les lignes. Et par les temps qui courent, ce n'est pas une mince affaire. Donc maintenant qu'on a ces capitaux-là, sachant que ce n'est pas fini, encore une fois, là on est à la moitié du chemin, on a commencé à investir dans un certain nombre de projets qui d'ailleurs, dans certains cas, étaient passés par vos programmes d'accélération. On va en citer quelques-uns pour illustrer notre propos. On a investi dans Leviathan, qui est une société qui est installée à la Courneuve, qui développe des solutions industrielles pour générer le rafraîchissement. Samir est dans la salle, donc il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais voilà un peu là, dans les grandes masses. Et on a la société notamment Wish One, qui elle est installée dans l'Aveyron. Alors pour l'anecdote, quand vous serez sur le pont, le viaduc de Millau,
Si vous penchez votre tête, il n'y a qu'un site industriel, c'est la société Wish One qui a récupéré les locaux qui avaient servi à la construction du viaduc. Et ben, Time4 est très heureux d'avoir investi dans ce projet. L'idée, c'est d'avoir entre 60 et 100 projets au sein du fonds, d'avoir une représentation géographique, comme on l'a dit, et d'avoir un impact territorial fort. Et la thèse, c'est de soutenir des projets qui ont un potentiel de croissance fort et qui donc peuvent générer beaucoup de valeur, puisque l'ambition du fonds, et je crois que Jean-Philippe, c'était à toi de le dire, mais alors est-ce que c'est moi qui vais le dire, c'est de financer des startups qui Transforme et la qui société, créent de la valeur et ben voilà. et de la performance. Parce qu'en fait, c'est en créant de la valeur et de la Oui. performance qu'on aura ce cercle vertueux qui va s'enclencher et qui permettra d'attirer encore plus de capitaux. Oui, je crois Pierrick, en repartant du très concret, en fait, par le sourcing même, on en a parlé avec Moussa, d'aller chercher des entrepreneuses qui ont une raison d'être, une mission personnelle très forte, qui sont ancrées dans une réalité de leur vie. Donc, qui, en fait, vont créer une entreprise qui va résoudre un problème sans en créer de nouveau. Ça a l'air très simple, ce que je dis. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent des solutions pour résoudre des problèmes, mais qui, de manière secondaire, créent des problèmes additionnels au plan social, au plan environnemental. Et là, on a une opportunité de faire ça, j'allais dire, d'une manière très harmonieuse, une manière très équilibrée. C'est aussi vraiment la capacité d'aller dans la vraie vie, la société. Moi, je crois que ce fonds, c'est un fonds, enfin, qui ressemble à notre société. C'est-à-dire qu'on va avoir et on a déjà dans les projets qui a commencé à mentionner, il y en a beaucoup d'autres, qui vont toucher à la santé, qui vont toucher à l'alimentation, qui vont toucher à la mobilité, qui vont toucher à l'éducation, qui vont toucher à des modèles d'économie circulaire, qui vont toucher... Et le faisant, en fait, vont montrer, en tout cas on espère, on met toute l'énergie, nos réseaux, nos savoir-faire partagés, qu'on peut, avec la diversité, élargir les talents. On peut, avec l'impact, en fait, élargir le marché. Et on peut, avec la performance, créer ces rôles modèles. Et moi, je suis extrêmement convaincu que c'est une formule incroyablement puissante. Ce n'est pas un fonds social qu'on va créer. C'est un véritable fonds d'investissement, mais qui a une thèse qui est très claire, qui va faire multiplier, fructifier cette diversité, avec un impact incroyable sur des solutions qui répondent à la vie et à la société dans laquelle on vit, et qui va, de ce fait, créer une valeur et une performance économique et financière pour les investisseurs que je remercie qui ont déjà rejoint la locomotive, les wagons, et tous ceux qui vont suivre. Et c'est en cela, je pense qu'on est... En tout cas, moi, je suis très motivé et très fier de faire partie de cette initiative. Et donc, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, il y aura effectivement aussi toute une dimension de coaching, d'accompagnement, selon des programmes adaptés aux besoins de chaque projet. Je crois que c'est très important. Je dis juste un petit mot là-dessus, et je pense que Inge et Moussa compléteront. On a tous développé de manière parallèle, évidemment HEC depuis 40 ans, les DETER et l'IFORGU depuis 10 ans, des programmes d'accompagnement. On baigne là-dedans tous les jours, on les améliore, on prend des feedbacks, on tend toujours à avoir plus d'impact et on mesure ce qu'on fait sans arrêt. Mais on sait tous qu'il faut rajouter des éléments d'accompagnement quand le financement sera là, quand l'argent sera dans les caisses. Pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais vu des tickets de 100 000 euros, de 200, de 300 000 euros de financement, et bien d'être là à leur côté, en plus de l'accompagnement professionnel de Daphne et tout votre savoir-faire, pour également, pas simplement les soutenir, les encourager et leur donner un fil conducteur, une colonne vertébrale qui va les aider avec notre approche, je pense, collective, en fait, à faire des choix judicieux d'entrepreneurs et créer une route et un sillon qui soit durable. Moussa, sur le terrain, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez ces entrepreneurs ? Moi, le terrain, ce qui m'impressionne le plus, c'est toujours la volonté de croire à leur projet, même si les vents ne sont pas favorables, et surtout dans les conditions qu'ils entreprennent. Et je vois la force, l'abnégation, l'envie de réussir qui est plus forte que tout. Et après, c'est aussi
la croyance qu'ils mettent à leur projet. Ils y croient tellement, même quand on peut leur dire que le projet il n'y arrivera pas, bah, qu'ils y arrivent finalement avec beaucoup de travail. Et ça, moi, ça m'a toujours frappé parce que en réalité, je me dis, bon, Tu as des exemples? bien sûr, parfois ils ont peu, et c'est là qu'ils prennent les risques incroyables et tout, comme s'ils avaient rien à perdre, quoi. Et du coup, moi, si je suis dans cet état d'esprit, pareil, je leur dis, on n'a rien à perdre. En fait, au pire, si ça marche pas, bah, ils auront au moins tenté l'aventure entrepreneuriale. Et quand on tente cette aventure, malgré l'échec, on apprend beaucoup de choses, énormément. Énormément, c'est vraiment, on va dire, quelque chose qui te transcende, qui t'apprend beaucoup sur la vie, sur toi-même. Et du coup, pour moi, ça, c'est un vrai sujet. Après, concrètement, des exemples, je pourrais t'en donner plein, hein. Je pourrais t'en donner énormément parce que j'en vois tous les jours. Des gens qui arrivent avec des projets, parfois, on pense que l'envie est là, mais le projet, c'est pas le plus important. Mais une fois que qu'on a fait un travail d'amorçage, bah, ça prend, quoi. Quand je pense à Amadou, qui est venu avec son projet, de page internet où il voulait, mettre en avant, des initiatives et des entrepreneurs, positifs qui sortaient de nos banlieues, bah, en quelques années aujourd'hui, il a créé son média en 4 ans et demi. Il bosse avec les plus grandes entreprises. Il fait des campagnes publicitaires pour des grosses marques, urbaines, marketing. Il met en avant, des portraits, d'entrepreneurs qui dépassent le million de vues sur internet. Il a un véritable média. Il a un véritable média qui rayonne. Et là, lui, d'où il est parti, il vient de Gennevilliers. Il a fait des études, dans l'ingénierie informatique. Finalement, il se retrouve à porter un média et il porte la parole de celles et ceux qu'on entend moins. Et l'objectif pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, des projets comme ça, il y en a des milliers. Il y a des milliers, mais comment on arrive à faire en sorte de faire explorer. Donc nous, on a un sujet aussi ensemble, tous, c'est comment la reconnaissance de ces entrepreneurs, et c'est de créer des modèles de réussite, qui vont parler à tous. C'est ça. Et ce que j'aime bien, moi, dans le projet qu'on porte, c'est que on n'a pas à baisser les standards. C'est-à-dire, on ne s'est pas dit qu'on va faire un projet qui allait être moins bien que les écosystèmes de financement classiques. Au contraire, on les a même élevés. On a même été très ambitieux et très exigeants parce qu'on s'adresse à des entrepreneurs comme tout le monde, quoi. Ils sont dans un marché, ils veulent se développer, ils veulent aller plus loin. Ils ont besoin de franchir un cap. Et dans le travail qu'on va faire, nous, c'est vraiment de leur permettre tout ça. Pour dire, voilà, c'est pas que vous êtes moins bon que les autres, c'est juste que les informations et les accès de développement ne viennent pas jusqu'à vous. Bah, comme ils ne viennent pas jusqu'à vous, on va les ramener à vous et on ne va pas baisser les standards et on va essayer de faire en sorte de créer ça. Et tu as raison d'insister, c'est fondamental. On est là pour leur donner confiance, pour les désinhiber et pour leur donner de l'ambition. En fait, ce qui manque souvent, c'est de se dire, mais en fait, je vais y arriver, je peux y arriver. Donc, il y a tout ce travail de coaching, mais il y a aussi un travail... De mental, ouais. Donner des ailes aux talents. Inge, tu veux parler d'HEC, de ce que vous venez de signer avec la Fondation Bettencourt, ou est-ce que s'il y a un lien ou d'autres sujets qui sont importants? Alors, on peut en parler, bien sûr. En fait, la Fondation Bettencourt-Schuller soutient aussi l'entrepreneuriat social. Et ce qui est intéressant peut-être l'évoquer aujourd'hui, c'est un autre acteur qui s'engage dans ce sens. C'est ça que je trouve intéressant à partager aujourd'hui. Donc, les 4 qui sont autour de la table, mais il y en a d'autres. On a parlé des investisseurs tout à l'heure, tu les mentionnais, Pierrick. Donc, un grand merci à eux. Ils s'engagent, en fait. Et donc, la Fondation Bettencourt-Schuller s'engage aussi. Et effectivement, ils soutiennent à HEC un projet qui s'appelle HOPES. Donc HEC ouvre les portes à l'entrepreneuriat social, donc il nous aide à pousser ces portes et à former plus de 10 000 femmes et jeunes entrepreneurs dans les 5 ans à venir, et aussi à soutenir des associations qui sont des acteurs incroyables dans l'écosystème. Donc là où il y a le lien, je pense qu'ils vont nous aider à avoir ce deal flow dont on parlait tout à l'heure, puisque du coup on va pouvoir faire la formation stand-up partout en France. Ils vont nous aider à les faire grandir. Donc, c'est un projet qui se connecte assez naturellement, je dirais, à notre projet Time for. Et ça démontre qu'il y a des gens qui sont engagés sur ce sujet et qui y croient. Et cette phrase que je viens de citer, donner des ailes aux talents, et celle de la Fondation Bettencourt-Schuller, je la trouve particulièrement jolie.
Et il y a d'autres institutions qui souhaitent également apporter leur pierre à l'édifice, notamment la banque JP Morgan à travers un programme VC Ready qui va être associé à l'initiative Time4 avec un programme d'accompagnement pour renforcer l'aide que l'on peut de notre côté apporter aux entrepreneurs du portefeuille. Et donc on pouvait le mentionner. Et encore une fois, je le répète, l'idée c'est de fédérer le plus d'acteurs, le plus de bonnes fées qui sont intéressés par le projet, que ce soit côté associatif, que ce soit au niveau aussi du coaching. L'objectif est de constituer une communauté comme on a pu le faire chez Daphne avec aujourd'hui 450 personnes. C'est d'élargir cette communauté pour être en capacité de répondre à tous les besoins que les entrepreneurs Time4 vont rencontrer. Et encore une fois, le jour où on aura 60 ou 100 projets, toutes les bonnes volontés et les forces vives seront les bienvenues. Donc comme ce n'est pas de l'appel public à l'épargne, on peut se permettre de le dire. Avant que chacun conclue, je souhaiterais, et on obligatoirement oublier beaucoup de monde, mais il y a des forces vives autour de Time4. C'est un collectif de l'ensemble de nos organisations. Dans le désordre alphabétique, je vais encore une fois oublier beaucoup de monde, mais on peut remercier Thiago, Yann, Alec, Emma, Anaïs, Marie-Laure, Aurélie, Sophie, Erika, Anita, Samir, Damien, Théo, Guillaume, Sauvan et plein d'autres. Je vais m'arrêter quelques secondes sur Anita, Samir et Damien. Anita a incubé le projet à nos côtés, donc si on en est là, c'est grâce à son action. On est plein désormais à pouvoir déployer le fonds et faire les investissements tout en continuant à mener toutes les autres actions qui font que Time4 sera un succès. Quel serait le mot de la fin pour chacun? Qui veut commencer? Le mot de la fin ou les mots de la fin? Les mots de la fin. Allez, vas-y, Moussa. Merci Moussa. Après, est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'il faut qu'on aborde? Parce qu'en fait, on est co-animateur. Là, on a un expert qui est Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, il n'a pas pris le relais. Donc, si on a oublié plein de Mais choses... tu as très bien présenté. Je pense que tu as couvert beaucoup de sujets avec nous. Non, tu donnais un exemple, je rebondis maintenant, sur lequel c'est encore un modèle d'innovation, je trouve, dans lequel l'Edeter, Leaf4Good et JP Morgan, en fait, vont ensemble œuvrer pour ouvrir et casser ce plafond de verre dont on parlait sur le financement et faire de ces entrepreneurs des entrepreneurs prêts à aller chercher du financement. Et ça veut dire qu'un certain nombre d'entre eux, peut-être, seront choisis par Time4, peut-être pas, mais tous ceux qui seront passés par là vont bénéficier de cette éducation, de ce réseau, de cette préparation, cet entraînement. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette émulation qu'on a déjà à 4, avec tout le savoir-faire d'HEC aussi qui sera apporté, c'est des ressources incroyables pour aller bien au-delà. Et déjà, on va faire notre job pour ces rôles modèles, Pierre-Éric, mais bien au-delà d'eux, pour des centaines, des milliers, je l'espère, de dizaines de milliers d'entrepreneurs en train de nous écouter ou à venir à chercher dans tous les territoires français. Voilà. Et ça, je pense que c'est un espoir incroyable pour Time4 et à nous de l'incarner. Et je rebondis, un nom ne signifie rien. Et c'est la partie la plus horrible de notre métier. C'est que tous les entrepreneurs méritent d'être accompagnés. Sauf qu'on a une stratégie, des contraintes qui font qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Et donc, c'est pas parce qu'on dit non, et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, Moussa, que le projet n'a pas de potentiel et qu'il faut l'arrêter ou mal l'interpréter. Et donc, au même titre que sur tous nos autres fonds, on va dire non et il ne faudra pas en tenir rigueur. On se trompe. Le dénominateur commun de ce job, c'est de passer sa vie à se tromper. Donc, c'est pour ça qu'il faut être curieux et rester assez humble parce qu'avec le recul, on réalise qu'on fait beaucoup plus d'erreurs que de bons choix. Et ça, il est important de le rappeler. Tu le disais. Qui veut prendre la suite? Moi, je pense que ce que vous dites, je rebondis là-dessus et vous avez raison. On peut se tromper, on peut faire des mauvais choix, on peut dire un non, mais le plus important pour nous, aux entrepreneurs, ce que j'aurais dit, c'est que tout le monde a sa chance. Il faut y aller. C'est qu'aujourd'hui, cet outil, il est là pour essayer de combler un trou dans la raquette. Et l'objectif, c'est vraiment de se challenger
Et même un entrepreneur qui est dans une démarche de levée de fonds, bah forcément, ça le rebooste, ça l'entraîne, ça le permet de mieux comprendre son modèle économique de son business parce qu'il a face à lui des experts qui vont le challenger. Donc, il n'y a pas dans tous les cas de cause, qu'il soit financé, pas financé, bah, c'est quand même une étape qu'il a passée et que finalement, c'est de l'apprentissage. Et ça, ça vaut plus que tout l'investissement qu'il faut parce que c'est ce qui peut parfois permettre à des entrepreneurs de trouver leur voie et savoir où ils veulent vraiment y aller, quoi. Donc, vraiment, nous, on est très heureux d'être autour de ce projet-là, en espérant que ça sera une belle réussite pour la suite, quoi. Et en plus, avec des gens qui sont avec qui on partage les mêmes convictions, que ce soit Inge avec HEC, Jean-Philippe Courtois, on n'a pas besoin de se le dire, mais on a un peu les mêmes missions. Et Pell et toute l'équipe de Daphne, Anita, Samy et mes équipes qui sont totalement investies dans le projet depuis le départ. Et moi, je dis souvent, c'est limite devenir un projet humain. Voilà, l'aspect business Pas est limite, là, tous les mais projets sont humains. Ce n'est que de l'humain. Effectivement, c'est vraiment humain parce on a passé beaucoup de temps ensemble et malgré nos agendas un peu chargés, mais je pense que si on est là, c'est qu'on y croit et qu'on a envie de s'investir pour cette cause. Donc, let's go. Je trouve que si on arrive à éclairer un peu le chemin, donner envie à d'autres à nous rejoindre, donc rejoignez-nous. Ça, c'est mon premier message de la fin. Je trouve ça super si on arrive à lancer un peu ça ensemble. Le deuxième, c'est qu'on arrive massivement à changer la donne, les projets, les destins. Et la troisième partie, c'est qu'on va apporter des solutions concrètes. C'est même pas nous, d'ailleurs, ce sont les entrepreneurs qui vont les porter, qui vont trouver des innovations, j'en suis sûre, de porter des nouvelles solutions pour l'économie qu'on a largement besoin et aussi pour notre société. Donc, ravi. Et quand est-ce que ça commence ? Merci à vous. Nous, on est extrêmement fiers d'être à vos côtés. Et encore une fois, l'ambition commune, elle est de faire bouger les lignes et on va y arriver. Je compléterai par un petit mot. Avec plaisir. Donc, on disait au début, je pense, Pell et Moussa Inge, que moi je trouvais vraiment que la promesse de Time Force, c'est un fonds qui ressemble à notre société. Et surtout la vision et la motivation, je pense qu'on a tous autour de cette table, c'est de dire qu'on va transformer cette promesse en une réalité d'entrepreneur qui ressemble à notre société. Et ça, je pense que c'est plus qu'une aspiration. Maintenant, c'est un moteur qu'on a lancé ensemble, c'est une équipe, c'est un écosystème. Et c'est ce qui, en tout cas, je trouve le plus excitant. Et j'invite moi aussi tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, au sens très large, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient philanthropes, qu'ils soient assos, qu'ils soient pouvoir public, de nous rejoindre. Parce qu'on n'est pas 4 dans un petit précaré. On est beaucoup plus à devoir accomplir cette mission et je les invite tous à nous rejoindre. Ça sera le mot de la fin et il était très beau. Merci à tous. Merci Inge, merci Jean-Philippe, merci Moussa. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.